également la présence de fièvre. Donc, l'état de l'enfant va conditionner plus ou moins le degré de gravité de ces manifestations cliniques qu'on peut observer. L'histoplasmose, dans sa forme pulmonaire, donc, va entraîner donc, une altération de l'état général chez l'enfant, donc avec parfois même des signes de gravité associés à une fièvre, une toux, et la radio va montrer donc, des infiltrats pulmonaires qui sont décelables donc, sur les clichés de la biologie. Cette forme non traitée va aboutir à une forme secondaire parce que le parasite va disséminer, va toucher tout le système réticulo-endothélial qui se manifestera en ce moment donc, par d'autres signes additionnels à côté donc, des signes pulmonaires, donc des hépatomégalie, des splénomégalie et parfois même des atteintes au niveau du tube digestif. Et là aussi, non traité, donc on va aboutir à une forme tertiaire, on parle également de forme chronique, et donc la forme pulmonaire donc, va s'aggraver en donnant donc une insuffisance respiratoire assez importante avec des hémoptysies, des polypnées, tout ce que vous pouvez observer dans ces formes d'insuffisance pulmonaire, associées parfois même à des tumeurs, parce que le champignon va complètement polliniser la muqueuse digestive. Il va y avoir une réaction inflammatoire avec formation d'un granulome qui va donner une tumeur qu'on appelle donc l'histoplasmose, qui peut aboutir à la mortalité si la prise en charge thérapeutique n'est pas adéquate. Sur le plan paraclinique, donc, on a des signes non spécifiques qui peuvent être observés, notamment lorsque vous faites des gaz du sang, on peut observer une hypoxémie qui est présente du fait donc, que ces champignons vont tapisser complètement la muqueuse alvéolaire et que cette muqueuse va être également épaissie. On peut observer également chez les immunodéprimés donc une diminution du TCD4. Et sur le plan sanguin, lorsque l'on dose la LDH, donc on peut observer donc, des taux assez élevés, assez importants de la LDH. Le diagnostic de certitude va être posé par la mycologie. Et donc là, il faut travailler sur des produits biologiques de qualité, même si parfois c'est très difficile chez l'enfant. Donc, pour obtenir donc, des expectorations de qualité, donc on peut souvent faire appel à des kinésithérapeutes, donc qui vont favoriser, donc on fait une kinésithérapie qui vont favoriser donc une expectoration de ces enfants-là et pouvoir avoir donc un produit biologique pathologique donc de qualité sur lequel on peut effectuer ces examens mycologiques. Parfois, il est même recommandé de rincer la bouche avec une solution de glycol pour éviter les contaminants, parce qu'il y a beaucoup de pathogènes saprophytes et des champignons saprophytes qui sont au niveau de la muqueuse digestive et de la muqueuse buccale qui peuvent parfois contaminer. Donc, ça, c'est les moyens qu'on utilise un peu pour augmenter la sensibilité du diagnostic. Sur ces prélèvements, donc, on va faire un examen direct. Donc, on va étaler ces prélèvements sur des lames et on va les examiner à la recherche de spores ou à la recherche de filaments. Ensuite, obligatoirement, on va faire une coloration en utilisant donc les colorants classiques en mycologie, notamment le bleu coton, ou bien le bigol, on peut utiliser également. Et surtout, après avoir fait l'examen après coloration, qui permet parfois d'identifier des spores ou des filaments, donc on va procéder à la culture qui permet l'identification des espèces. Et cette culture, elle se fera sur des lignes de Saburo, avec ou sans actidione, avec ou sans chloramphénicol, pour augmenter la sensibilité de ces examens mycologiques. Et à partir de cela, donc, on a des clés de diagnostic qui nous permettent donc d'identifier l'espèce de champignon qui est responsable de la maladie. À côté donc des examens directs, donc, on a les examens indirects, donc notamment donc la biologie moléculaire ou bien l'immunologie, ou carrément donc l'anatomopathologie si on parvient à faire donc des biopsies de tumeurs, notamment des histoplasmoses ou de tumeurs qu'on peut observer au niveau de la muqueuse pulmonaire. La radiographie donc, va jouer un rôle important parce que l'imagerie médicale permettra de mettre en évidence des signes qui peuvent être des signes d'orientation très importants, notamment pour l'aspergillus. Donc la radiographie peut montrer notamment la tête aspergillaire avec des images en cocarde avec autour de la région de la tête aspergillaire, qui sont des images classiques qu'on peut observer pour l'aspergillose pulmonaire. Une fois le diagnostic
fait. Donc, la prise en charge thérapeutique donc, dépendra des espèces de champignons observés. En cas d'aspergillose, donc, on va utiliser le plus souvent l'amphotericine B, donc le consistant à la posologie donc, de 0,5 à 1 mg par kilo et par jour, ou bien l'itraconazole à la posologie donc, de 400 mg par jour. La durée du traitement dépend de l'évolution de la symptomatologie clinique. Donc, il n'y a pas une durée fixe, c'est la disparition totale des manifestations cliniques qui permet d'arrêter le traitement. Ce qui fait que donc, le traitement peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, même parfois plusieurs mois, en fonction de l'intensité de la manifestation. Pour la pneumocystose, donc on peut utiliser le cotrimoxazole, donc le cotré est utilisé, ou bien on peut utiliser également donc la pentamidine à la posologie donc de 4 mg par kilo pendant 14 jours minimum. Mais pour tous ces traitements, donc sachez que l'hospitalisation est obligatoire parce que il faut un suivi médical bien précis, particulier, pour éviter donc le risque de décompensation et également même des effets secondaires, notamment pour l'amphotericine B qui peut entraîner une mortalité. Pour les candidoses, on va utiliser donc les dérivés nitroïmides d'azoléate, donc le fluconazole, à la posologie donc de 12 mg par kilo en dose maximale toutes les 72 heures. Mais en termes de dose journalière, donc on peut faire un traitement de 200 à 400 mg le premier jour, puis un traitement d'entretien de 100 à 200 mg pendant 15 jours au minimum. Pour les formes profondes, avec des disséminations généralisées, donc là, on multiplie par 2 donc la posologie, donc 800 mg en dose de charge, puis ensuite 400 mg par jour pendant au minimum 15 jours jusqu'à la disparition de la symptomatologie. En cas d'histoplasmose, donc là, on utilise le kétoconazole, donc par voie orale, à la posologie donc de 400 à 800 mg par jour pendant au moins 8 semaines pour aboutir à une disparition totale des champignons et à une régression de la symptomatologie. Le traitement adjuvant, donc ça a toujours des limites, donc les antipyrétiques. Hein. Parfois, on a même besoin, même en cas de détresse respiratoire, de mettre une corticothérapie très rapidement pour un peu diminuer l'inflammation et en ce moment, contient pas de traitement spécifique. En cas d'infection par le VIH, donc un traitement antirétroviral sera mis en place pour un peu restaurer l'immunité de l'enfant et favoriser une guérison plus rapide. Voilà. Si vous avez des questions. Sinon, on va enchaîner avec le dernier cours. Hein, et ensuite, libérer. Donc, il s'agit donc de la bilharziose urinaire chez l'enfant. Tout à l'heure, je voulais parler de la bilharziose intestinale en vous disant que la bilharziose en général, la population cible au niveau mondial, c'est les enfants, notamment les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans, mais également de plus en plus maintenant les enfants de 1 à 5 ans. Donc, c'est une pathologie qui est vraiment inféodée à l'enfant. Donc, toutes les stratégies pour lutter pratiquement sont axées sur l'enfant. Ce sont des infections donc, parasitaires qui sont dues à des vers plats, donc les schistosomes. Ce sont des parasites à sexes séparés, donc il y a un mâle et une femelle, et qui sont des parasites hématophages et qui classiquement vivent dans